Chahut Média. Dans les épisodes précédents. Under Pressure. D'abord installé à Blonay, dans les Hauts-de-Vevey, en 1976, David Bowie enregistre 5 ans plus tard le plus gros succès commercial de toute sa carrière, Let's Dance, écrit en Suisse et maquetté au Mountain Studio de Montreux. Problème, hier Bowie désirait en triomphe planétaire, chose déjà touchée du doigt avec le single Under Pressure, plié à Montreux avec Queen. Aujourd'hui, après les 10 millions d'albums vendus de Let's Dance, comment rebondir ? Pour la première fois, Bowie bute sur la question. Bowie qui soigne sa page blanche en étudiant la folie des autres. David qui se fait peintre, créateur graphique ou collectionneur d'art brut, quand la musique ne suffit plus à questionner ses obsessions. Mais aussi Bowie, citoyen lausannois comme un autre, et propriétaire d'un château à Sauvablin, qui travaille, selon des horaires de bureau. Cet homme finalement ordinaire, c'est de lui dont on va parler dans ce volet de Under Pressure, une création Chahut Média, David Brun-Lambert et Carole Harary. 6e épisode, David Bowie, un primitif. Pour avoir vécu cette époque, je me rappelle qu'en effet, il était comme une sorte de Robert Palmer. Mishka Assayas, animateur et producteur radio, auteur de la série Very Good Bowie Trip 2022, France Inter. Let's Dance, en effet, était tellement universel. Il disait de Nile Rodgers qu'il était le seul réalisateur artistique qu'il avait convaincu de commencer une chanson par le refrain. Ce qu'il s'était toujours interdit de faire, parce qu'il ne faut pas jamais oublier que David Bowie a toujours été un puriste, un snob de la musique, un passionné de ceux que personne ne connaissait. Il faut toujours garder présente à l'esprit cette idée du vide qui a besoin de se remplir. Et une fois qu'il est rempli, il a besoin de se percer et de se vider. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand David Bowie, d'une manière extrêmement réfléchie et concertée et stratégique, a décidé de réunir toutes les conditions matérielles pour faire un tube, c'est-à-dire Let's Dance, et qu'il est arrivé à s'imposer enfin comme une star internationale, qu'il n'était pas tout à fait jusque-là, et plus ça marche, plus il est malheureux. Plus il a l'impression d'être enfermé dans une fabrication presque vulgaire, c'est-à-dire prévisible. En fait, il cherche une réinvention qui ne vient pas. Et il y a un moment qui est très étrange, c'est Paul McGuinness qui le raconte, l'ancien manager de U2. À un moment, il se retrouve, je ne sais pas où, autour d'une table de billard, je ne sais pas dans quel club, discothèque, bar de je ne sais quelle ville, et il y a Bowie qui est là, et il y a Bono, et il y a McGuinness, et Bowie se met à geindre en disant que son image est ringarde, que il a l'impression qu'il est vidé, qu'il n'a plus rien à dire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il a envie de faire. J'ai essayé passionnément dans la première partie des années 80 de m'intégrer. Et j'ai eu mon premier succès hors sol. Soudain, je n'étais plus le plus grand artiste culte au monde. Ce succès, je m'y suis plié dans mes albums suivants et j'ai découvert que j'étais piégé dans une boîte. Il était très difficile pour les gens de me voir autrement que comme la personne en costume qui avait fait Let's Dance. Et ça me rendait fou. Parce que ça m'enlevait toute ma passion pour l'expérimentation. Je m'étais retourné contre moi-même et j'avais découvert que je travaillais pour un public plutôt que pour moi-même. David Bowie, cité dans l'article Life Lessons from David Bowie, Interview Magazine, 1995.
Bowie s'investit dans une série d'albums enregistrés au Mountain Studio qui marquera l'une des périodes créatives les moins inspirées de sa carrière. Après Let's Dance, s'enchaînent d'autres disques plus ou moins remarquables, Tonight, Never Let Me Down, plus tard encore The Buddha of Suburbia et bien sûr Outside. La plupart ont été enregistrés à Montreux en compagnie d'un multi-instrumentiste turc alors installé à Neuchâtel, Erdal Kizilcay, déjà mandaté sur les démos de Let's Dance, puis sur l'album Bla 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 d'Iggy Pop, produit par Bowie en Suisse en 86. What sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius. Myself. Il vous appelle pour Iggy Pop en disant on va enregistrer Iggy Pop au Mountain Studio, il faut que tu viennes. Il m'a d'abord invité avec Coco, donc sa secrétaire, et puis un dîner chez lui. Erdal Kizilcay, multi-instrumentiste, collaborateur de David Bowie, Vienne. Et puis il y avait Iggy, enfin Jimmy Oxenberger. On a parlé de l'album, puis comment tu joues tous les instruments. On va faire ça ensemble. Ok, il n'y a pas de problème. Et ça se passe au Château du Signal à Lausanne. Donc c'était Route de Signal en haut, maison de maître. À Lausanne. Oui. Ok. C'était vraiment cool. D'ailleurs, j'étais 2-3 fois là-bas. Chez Bowie, c'est comment? C'est décoré comment? Beaucoup de tableaux. Énorme tableau. Et puis, j'ai remarqué, il avait un tatouage ici. Au mollet? Voilà. À l'intérieur du mollet. Puis, il venait chaque mardi et puis jeudi à Neuchâtel. J'avais un petit studio. Et puis, d'ailleurs, on a écrit ensemble When the Wind Blows, Girls, et puis Too Easy. Il y avait des heures très précises de travail comme au bureau? Assez précis. 10 heures, on commençait, et puis 8 heures de soir, et puis on arrêtait. Une fois, on a bu une bière dans un petit bar, et puis après, il a dû partir. Il voulait même pas son chauffeur qui rentre dans le studio. Et quand est-ce que il savait que c'était une bonne prise, que c'était la bonne direction pour un titre, que là, il y avait un truc intéressant qu'il fallait fouiller? Il bricolait, il éditait, et puis après, il changeait le lendemain certains tracks, et puis un peu l'arrangement, parce qu'il écoutait toute la nuit, enfin la soirée. Le lendemain, il disait « Ok, peut-être l'intro, c'est pas vraiment juste, il faut peut-être jouer plus de guitare, ou plus de clavier, ou bien strings. » Dans 1 kilomètre, tournez à gauche sur Route du Signal. Pourquoi vous arrêtez de travailler avec David Bowie? Il est parti à New York, d'abord en Angleterre, et puis dernier album, c'est Outside. Donc nous sommes à la Route du Signal dans les Hauts de Lausanne, la fameuse résidence de David Bowie à Lausanne, donc pendant de nombreuses années. On est devant un gigantesque portail qui ne laisse pas entrevoir grand-chose et juste des initiales mystérieuses sur la porte. On aperçoit quand même à travers le grillage une somptueuse résidence, villa gigantesque. C'est un manoir. Oui, plutôt un manoir entouré d'arbres, extrêmement bien caché. Au bord d'une route, mais à l'époque, ça devait être un endroit quand même beaucoup plus calme et silencieux. Si on s'approche de ce portail, loin des voitures aussi qui foncent autour de nous, on voit, attention au chien, bon, ok, il y a un chien, mais il y a un petit interstice dans le portail noir qui nous permet de regarder un peu ce qu'il y a. À l'intérieur, on voit quoi? On voit une espèce de route bétonnée qui tout droit fonce vers une autre bâtisse qui est tout au fond, qui semble être probablement, je sais pas, une résidence d'amis, je sais pas, la maison du gardien. Et elle est bordée entièrement de peupliers. Cette route, voilà. Et le manoir, lui, est entouré d'un grand jardin. Et c'est ici que David Bowie a vécu à peu près de 1982 à son départ définitif de Suisse romande pour les États-Unis
Ah, je vois un écureuil aussi. Under Pressure. Since the 70s, there's a museum near to where I live in Switzerland called L'Art-Brut. Depuis les années 1970, il y a un musée près de là où je vis en Suisse qui s'appelle L'Art-Brut. Je crois que ça a été fondé par Dubuffet, le peintre. On y allait souvent avec Brian Eno. C'est assez bizarre, la présentation des œuvres et les œuvres elles-mêmes. Ça appartient à un genre qu'on appelle maintenant Outside Art. C'est créé par des gens qui souffrent de solitude, qui sont ostracisés ou soignés en institution. Leur art a une très forte influence sur Dubuffet. Et Dubuffet a construit ce musée par retour d'ascenseur coupable. Au fond, comment considérait-on les premiers musiciens de blues Miska Assayas. et qui, au fond, avaient créé une musique qu'on avait l'impression qu'ils sortaient de presque rien, qui étaient des illettrés, qui étaient des ignorants. Et il y a un lien évident avec l'art brut. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas passés par le conservatoire, qui avaient révolutionné le monde de l'art en étant, entre guillemets, des primitifs. Comme beaucoup de musiciens qui n'ont pas fait d'études supérieures très poussées, Bowie avait une soif de savoir, de connaître, de s'informer, s'intéresser à énormément de choses. Je pense qu'il a très vite voulu apprendre. Et vous savez, c'est le propre de ceux qui ne sont fondamentalement pas sûrs d'eux, ou alors plus exactement, qui ne savent pas qui ils sont. Parce que c'est fondamentalement ça qui est au cœur, je dirais, de la personnalité de Bowie, c'est cette incapacité de savoir qui il est vraiment, qui l'a poussé à dévorer tout l'art, toute l'expression artistique humaine qu'il pouvait absorber. Are you there, David Bowie? David Bowie. David, are you here? David. Yes. Outside, c'est le dernier album que Bowie a imaginé et enregistré en Suisse. Œuvre monde sur la folie et le cloisonnement, cet album réputé complexe est directement issu du choc éprouvé par l'anglais à sa découverte de la collection de l'art brut de Lausanne. On sait qu'il y avait ses habitudes. Et à ce propos, Vincent Monod, employé de la collection de l'art brut, se souvient. Je travaillais à l'accueil à un moment. Et puis, je vois, une fois, il y a deux gars qui arrivent comme ça, et puis j'ai reconnu Brian Eno. Mais pas Bowie, il était grimé. Mais genre fausse barbe, perruque, une casquette, des grosses lunettes noires, enfin quelque chose qu'on ne pouvait pas reconnaître son visage. Déjà féru d'art depuis des décennies, proche du peintre Balthus, David Bowie va développer à Lausanne une authentique passion pour l'art brut et se mettre à collectionner. Sur les murs du château du Signal, des tableaux d'Auguste Walla, de Johann Fischer ou d'Augustin Le Sage. Mais aussi en Suisse, David Bowie va développer dans le secret, puis au grand jour, une œuvre picturale personnelle. Bowie peintre et artiste autodidacte en tout, c'est de cela dont on va parler maintenant dans Under Pressure. Bowie avait des habitudes au picotant, dans le chalet ? Oh, vous savez, il adorait toujours revisiter les pièces. Ouais. Parce qu'à chaque fois, effectivement, ici, on redécouvre toujours quelque chose. Parce qu'il y a des milliers d'objets ici. Thierry Amsalem, président de la Claude Nobs Foundation, directeur de Montre Sounds, compagnon de Claude Nobs. Puis à chaque fois, il nous amenait un petit cadeau. Alors, c'était souvent des objets assez années 80, c'est-à-dire des objets qui s'éclairaient. Par exemple, un bouquet de tulipes en plastique, mais dedans, il y avait les premières ampoules. Voilà. Il y a une très belle paire de chaussures bleues aussi qui s'éclairent de l'intérieur. Et puis, il a laissé aussi un autoportrait, différentes œuvres, parce qu'il était aussi peintre. Il a aussi fait l'affiche de 95 du Festival de Jazz sur un Macintosh SE30.
À la demande de Claude, hein, Non, c'est David Bowie qui avait demandé. Oui, puisque c'est très rare, hein, les musiciens qui pratiquent un autre art. Oui. Pierre Keller disait que c'était impossible. On ne pouvait être que soit bon musicien, soit bon graphiste ou peintre, mais pas les deux. Pierre Keller, artiste, créateur et directeur de l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne, dont l'influence sur les arts en Suisse a été gigantesque. Et alors, il a dessiné sur, vous savez, ces petits S30 des années 90, tout petit ordinateur avec 256 couleurs, et il produit une jeune femme électronique dans un décor très futuriste. Claude, évidemment, laisse toujours carte blanche aux artistes. Mais 2 jours avant de livrer la disquette contenant le fichier, faite par Bowie, il appelle Claude et il dit « Mais tu sais, on va fêter Hiroshima cette année. » Ça devait être les 50 ans, je pense, oui. Et tout d'un coup, il a rajouté une bombe atomique, avec un M comme Montreux, musique. Et avec Claude, on était assez sceptiques, parce que cette notion de bombe atomique était plutôt anxiogène. Ouais. Oui. I've often wondered if actually being an artist in any way, any nature, is a kind of a sign of a certain kind of dysfunction, a social dysfunctionalism anyway. Je devais avoir, mon Dieu, 22, 23 ans. Et puis, j'avais rencontré Pierre Keller, comme tout le monde, dans une boîte de nuit. Olivier Saudan, artiste peintre, Lausanne. Et puis, en parlant, il m'avait dit, mais reviens me voir, etc. Puis, j'ai passé au gymnase du Bugnon. Puis, en fait, il s'est avéré que je savais parfaitement faire marcher les presses à impression de gravure sur bois. Ouais. Pierre avait mis en place tout un système d'édition hallucinant. Et en fait, ça l'emmerdait profondément d'avoir à négocier, à tergiverser avec les artistes qui avaient tous des caprices invraisemblables. Et puis, un jour, Pierre me téléphone et me dit qu'il fallait que je monte tout de suite au gymnase parce qu'il était dans la merde, qu'il ne pouvait pas s'occuper du type qui était là. Donc j'arrive, j'ai amené des papiers, des machins pour imprimer, et moi je rentre dans la salle et je réalise que c'est Bowie. Et j'entends encore Keller qui fait mais il me fait chier avec ses gravures de merde, je lui avais dit qu'il y avait une certaine hauteur, la hauteur d'impression, il est pas dedans, il me fait chier, tu te démerdes avec ce type, j'en peux plus. Et il s'est barré. Et à aucun moment, je n'ai osé lui dire, je sais très bien qui vous êtes. Et pour moi, ça a été un moment magique parce que je suis resté 1h30 face à lui, 1h30, vraiment, ouais, à imprimer ses gravures, à lui expliquer la hauteur typographique, les machins, etc. Puis on a tout imprimé. Et puis le travail en question, c'était quoi? Tu te souviens? C'était il y a un cartable, mais j'ai pas ça ici, ouais, moi, parce que c'est le seul artiste qui m'a pas offert son tirage. Tous les autres me les ont dédicacés, machin, etc. Mais pas, je pense qu'il s'en rendait pas compte. Il était tellement content, il a vu ces trucs. Parce que lui, c'était un fan du Blauer-Reiter, des collections de gravures, d'expressionnisme allemand. Donc, il en avait des camions. Et puis, en fait, ce qu'il a fait... Alors, on va être lucide. Hein. C'était pas un grand artiste. Hein. On ne juge pas les dieux d'abord. Ça, c'est le point 1. Et le point 2, les dieux font des erreurs. Je pense que si tu arrives déjà à avoir un métier dans ta vie où tu t'en sors à peu près, où tu te votes pas trop, c'est déjà pas mal. Mais d'un coup, cette espèce de côté... Non, ça va pas. Et non, c'était mauvais. Non. À Lausanne ou Montreux, des histoires cocasses ou désarmantes sur David Bowie, on en a glané des dizaines. C'est par exemple Bowie qui achète une Rolls-Royce, puis découvre que le garage de sa maison à Sauvablin est trop petit pour abriter entièrement le véhicule. Alors quand il gare sa voiture, David place une petite couverture sur le coffre arrière. C'est encore lui qui passe en premier de l'an, seul en tête-à-tête avec Claude Nobs, les deux regardant une partie de la nuit des films d'horreur avant de se mettre en tête de distribuer le champagne et le saumon qu'il leur reste
aux SDF de Montreux. Alors pour cela, ils font plusieurs fois le tour de la ville, mais sans succès. Il n'y a pas de SDF à Montreux. C'est encore David Bowie qu'on peut voir chaque jour, où il enregistre au Mountain Studio, se rendre à l'heure du thé chez Zurcher, une confiserie de Montreux, pour acheter une gourmandise. Et puis d'autres histoires ordinaires. Bowie qui fait la queue comme un citoyen lambda dans le bureau de tabac à côté de chez vous pour acheter ses clopes, lui qui vient préparer, comme un stagiaire, le thé au staff du Montreux Jazz durant le festival, ou encore cette anecdote, parmi nos préférés, qui veut que le chanteur ait été refusé à l'entrée d'une partie organisée par Claude Nobs pour un motif trouble, et le lendemain, lorsque Claude l'a pris, on dit qu'il se mit en colère, poussant des hurlements sur le responsable de cette histoire, hurlements qu'on pouvait, dit-on, entendre des hauteurs de Caux jusqu'aux rives du lac. David Bowie est mort le 10 janvier 2016 à New York. Artiste parmi les plus influents du XXe siècle, le Thin White Duke aura vécu en Suisse plus de 2 décennies. Un territoire dont il n'est pourtant que très rarement question, ou alors de façon anecdotique, lorsqu'il s'agit de restituer sa trajectoire personnelle et artistique. Pourquoi ? Eh bien parce que la Suisse, c'est pas sexy dans une biographie. Parce qu'à Lausanne ou Blonay, on préférera toujours Berlin, Londres ou New York City. Intimement, c'est pourtant ici que David Bowie se sauva et pensa à ses plaies. C'est là qu'il éduqua son fils, Duncan, et se maria pour la 2e fois. Artistiquement, c'est ici qu'il enregistra 8 albums, dont les plus importants demeurent Let's Dance, raz-de-marée commercial, dont c'est les 40 ans cette année, mais qui mit son auteur en échec créatif. Et puis bien sûr Outside, album clé sur la folie, inspiré par la découverte de l'art brut par Bowie, résident vaudois comme un autre, mais citoyen gentleman d'une classe à part. Dans les 2 derniers épisodes de cette série, on s'intéressera à un personnage qui côtoya Bowie, qui ne compta pas parmi ses intimes, mais avec qui il enregistra pourtant un tube monstre, Under Pressure. Freddie Mercury, chanteur de Queen, qu'on a déjà évoqué dans cette série documentaire, mais qu'on va maintenant plus attentivement observer durant ses dernières années de vie, notamment vécues dans le secret à Montreux-Territet. C'était Under Pressure, une création Chahut Média. Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Lecture et doublage Antonin Schopfer et Chloé Lawson. Prise de son studio Alan Mantilleri. La musique originale est de Superpose. Musique éditionnelle et sound design par Lily Bartou. Traduction Marouchka Vidovic et création graphique Ramon Vallet. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant les mois qu'ont duré cette enquête. Et une salutation toute particulière aux soutiens sans lesquels cette série n'aurait pu exister. Commune de Montreux, Ville de Nyon, Fondation philanthropique de Famille Sando, Fondation Ernst Gönner. Mais aussi, merci à nos partenaires, Le Temps, Montreux Jazz Artist Foundation, la Claude Nobs Foundation, EPFL, Meta Media Center. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Under Pressure sur le site de Chahut Média, chahut.ch, et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Si vous avez apprécié cette série, dites-le nous avec des étoiles et surtout, merci de la partager.